Nous avons la chance ce soir d'accueillir un vigneron. Son nom, c'est Olivier Collin. Depuis 1812, qui n'est pas sa date de naissance, sa famille cultive la vigne à Congy. J'ai bien prononcé. Cultive la vigne à Congy, dans une région de la Champagne viticole, nommée les Coteaux du Petit Morin. Avant de devenir vigneron en Champagne, Olivier Collin a étudié à Reims pour ensuite entrer à l'université de droit à Nancy, avant de s'orienter vers cette discipline. En 2002, à l'issue de sa maîtrise, il décide de récupérer le domaine familial loué à Pommery par son père en 1987 pour réaliser son rêve, devenir vigneron et allier sa passion du vin avec le travail de la vigne. En 2003, Olivier Collin repart donc de zéro, sans clients, sans stock, sans matériel, avec des idées, des espoirs, des doutes, je me permets d'ajouter peut-être un peu d'imagination, et en prenant beaucoup de risques, il a voulu produire des champagnes de terroir. Il nous expliquera en détail ce que veut dire un champagne de terroir, qui relève la particularité gustative de leur lieu de naissance. En 2004, il commence à produire 5400 bouteilles qui sont commercialisées en 2007. Nous sommes en 2018-2019 avec une production de 50 000 bouteilles. Chaque année, déclinée en 6 cuvées différentes et distribuée dans 35 pays. Ulysse Collin, le nom du champagne, est devenu une référence dans la production de champagne parcellaire destinée à la haute gastronomie, Ritz, Crillon, Plaza Athénée, Georges V, etc., partout dans le monde. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Olivier Collin. Bonsoir à tous et toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir à l'invitation de Xavier, qui m'a fait le plaisir de venir au domaine déguster nos champagnes. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous ce soir et de vous faire partager un petit peu ma passion qui est devenue mon métier. Alors je souhaiterais vous présenter la Champagne dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, vous présenter un petit peu le travail que j'ai pu produire et élaborer sur le domaine. La production mondiale de vin effervescent s'établit à 2 milliards 400 millions de bouteilles. La Champagne ne produit que 300 millions de bouteilles. En réalité, c'est un nombre qui est assez faible par rapport à la production globale de vin effervescent. C'est vrai que l'appellation d'origine protégée Champagne couvre 33 000 hectares de vignes. Et dans ces 33 000 hectares, évidemment, on produit essentiellement du champagne dans 6 régions distinctes, que je vais me permettre de vous présenter. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Champagne ne se situe qu'à 1h15 de Paris et vous pouvez la visiter avec intérêt parce qu'on est aussi là pour vous la présenter et vous y accueillir. Alors dans cette région particulière, donc nous avons 6 régions différentes qui ont leurs propres caractéristiques. Vous avez donc la montagne de Reims, qui se situe à côté de Reims, où le cépage dominant est le pinot noir. Ensuite, vous avez la vallée de la Marne, qui borde la rivière Marne, et qui est en fait encépagée en cépage meunier, essentiellement. Vous avez la Côte des Blancs, un petit peu plus au sud, qui est réputé pour son chardonnay. Vous avez un petit peu plus au sud les coteaux du Petit Morin, donc la région viticole dans laquelle se trouve le domaine, dont la superficie est de 960 hectares de vignes. Les 3 cépages y sont représentés de manière équivalente. Et c'est une région qui est pour moi en devenir et qui, même si elle est un petit peu moins connue que la réputée Côte des Blancs, permet quand même de produire des champagnes de grande qualité. Plus au sud encore, vous avez les coteaux du Cézanais, 1300 hectares de vignes, qui est une région relativement récente, qui date des années 60-70
Et dans cette région-là, vous pouvez trouver essentiellement des chardonnays mûrs de très bonne qualité aussi. Et bien sûr, pour n'oublier personne, dans le département de l'Aube, la Côte des Bars, qui produit aussi des champagnes de grande qualité, sur un sous-sol un petit peu différent. Là, on est plutôt sur du chimérigien oxfordien, hein, sur des calcaires durs, dans lesquels il y a des fossiles. Et ici, vous êtes plutôt sur de la craie tendre du campagnin, hein, de l'étage géologique campagnin, la craie tendre avec laquelle on écrit au tableau. Voilà, qui donne un petit peu cette singularité, cette particularité au vin de Champagne. C'est vraiment son sous-sol, hein, c'est la craie tendre du campagnin. Pour vous expliquer un petit peu l'évolution du champagne et de la Champagne, d'un produit artisanal, en fait, on est passé à un produit pleinement industrialisé, puisque en 1954, il y avait 32 millions de bouteilles de champagne produites. En 1970, 100 millions de bouteilles produites. Et à l'an 2000, il y a eu 300 millions de bouteilles de champagne produites. Voilà, alors c'est vrai que on doit en fait cette notoriété et ce développement de la vente et de la production de champagne dans le monde, essentiellement, il faut être extrêmement honnête, aux grandes maisons de champagne qui ont permis par à la fois leur force de distribution et leur marketing de pouvoir faire connaître le champagne, ce produit champagne dans le monde entier. Les grandes familles historiques, évidemment Krug, Bollinger, Taittinger, Hetzig, ont permis vraiment le développement de notre région viticole. Et ce caractère industrialisé a été, comment dirais-je, salué. Cette réussite collective a été saluée par l'UNESCO, puisqu'à partir de 2015, les caves, coteaux et maisons de champagne ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, parallèlement au climat de Bourgogne. Ça, c'est vraiment très très important pour nous. Alors, ça nous donne beaucoup plus de devoirs que de droits, et c'est vraiment une consécration pour notre appellation. Nous sommes tous différents, c'est vrai qu'on travaille tous pour la Champagne, nous sommes tous des ambassadeurs de notre région et du produit. C'est vrai que les petits vignerons étaient plutôt habitués à vendre leur champagne sur le marché national, alors que les grandes maisons étaient plutôt destinées à l'export pour la promotion du produit. Alors c'est vrai que les progrès techniques ont permis de développer cette industrialisation, et les méthodes d'élaboration ont évolué vers une œnologie moderne où en fait le produit a pu être conservé dans des grandes cuves inox plus neutres d'un point de vue gustatif, et permettant aussi d'avoir une meilleure conservation des vins. L'objectif étant pour les grandes maisons de produire un goût maison, justement, reproductible tous les ans pour satisfaire leur clientèle. C'est vrai que ce goût maison provient d'un assemblage, hein, parce que la Champagne est vraiment une terre d'assemblage, de différentes régions, de raisins provenant de différentes variétés, de différentes régions que je vous ai présentées au début de mon intervention, et aussi de différentes années. Voilà. Alors c'est vrai qu'en 2003, en 1987, comme l'a rappelé Xavier, mon père s'est associé à un négociant qui a absorbé l'entreprise. Alors j'ai fait un petit peu de droit pour essayer de récupérer le domaine, chose à laquelle je suis arrivé en 2003. Et j'ai voulu trouver ma place de manière extrêmement distincte par rapport à ce qui se faisait en Champagne. Alors j'ai imaginé être un petit peu différent dans mon approche, parce que j'étais passionné des vins de Bourgogne. Et les vins de Bourgogne sont des vins de terroir qui sont réputés depuis très longtemps, et dont les climats, hein, le terroir, le climat, c'est un savoir-faire, c'est une parcelle, et c'est un lieu-dit, et c'est vraiment une identité strictement parcellaire. Et
j'adorais vraiment les vins de Bourgogne, à la fois le caractère humain des Bourguignons, qui sont des gens très, comment dirais-je, profondément ancrés dans leurs racines. Et j'ai souhaité en fait faire le lien entre ma Champagne et la Bourgogne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de produire des champagnes fortement identitaires, je dirais, en ne produisant des champagnes que d'une seule parcelle, d'une seule année et d'un seul cépage, pour faire ressortir les caractéristiques propres de chacune des parcelles que je cultivais. Alors c'est vrai que la démarche était un petit peu osée à l'époque, parce que le succès de la Champagne étant lié à cet assemblage historique, je me suis senti un petit peu tout seul à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de collègues et même des grandes maisons de champagne qui se sont mis aujourd'hui au cuvée parcellaire avec beaucoup de succès. Et c'est vrai que le challenge était assez osé. Et j'ai vraiment voulu élaborer des vins vraiment dans un autre style. Je vous parlais tout à l'heure de la cuve inox. Nous élaborons tous nos champagnes en tonneau de chêne, en fût de chêne, à l'instar de la Bourgogne, parce que la cuve inox est un matériau abiotique. La cuve inox est un matériau abiotique, c'est-à-dire que c'est un matériau qui ne respire pas. Au travers du fût, au travers du chêne, il y a des échanges en fait de micro-oxygénation, je dirais, entre l'extérieur du tonneau et l'intérieur du tonneau, ce qui permet au vin de respirer et de développer des aromatiques un petit peu plus ouvertes, je dirais. Et donc ça s'est développé, et vraiment, je vous le dis très très honnêtement, moi je n'ai rien inventé en fait. J'ai vraiment voulu remettre au goût du jour en fait tout ce qui se passait avant, la manière dont mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents élaboraient le champagne. Avant l'ère industrielle, on était vraiment tous les champagnes étaient élaborés en tonneaux. Et ça donnait vraiment des champagnes extrêmement singuliers, avec une forte vinosité, avec un goût assez prononcé. Et voilà dans quel esprit j'ai souhaité en fait développer ma marque en fait, que j'ai développée en 2003. Alors c'est vrai que rien ne passe sans une viticulture particulière. Aujourd'hui, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO nous donne plus de devoirs que de droits. Nous avons quand même l'obligation de travailler les vignes autrement, de revenir à une approche beaucoup plus orientée sur l'environnement, en relabourant les sols notamment, en permettant d'ouvrir le sol et de développer l'activité microbiologique, d'arrêter évidemment les désherbants, qui sont des produits chimiques de synthèse qui ne sont pas bons du tout. La Champagne a pris conscience de cette dynamique environnementale et elle progresse très vite. Il y a beaucoup de travail à faire encore, mais moi j'ai choisi pour Ulysse Collin de ne jamais utiliser de désherbants et de retravailler le sol, je dirais, à l'ancienne. Alors il y en a qui le font avec des chevaux, nous on le fait avec des tracteurs, et ça permet vraiment de développer la saveur, ça permet vraiment d'avoir des racines pleinement vitalisées qui permettent en fait l'extraction des sels minéraux de la craie, dont je vous parlais tout à l'heure, la craie qui est le dénominateur commun, le sous-sol champenois, d'extraire vraiment ces sels minéraux qui sont véhiculés par la sève, que l'on retrouve dans le raisin après, et ensuite on presse le raisin bien sûr, le raisin sucré, on obtient du mou, et ensuite après la fermentation alcoolique, eh bien c'est un vin tranquille que l'on obtient, et on peut peut-être ressentir le goût, la saveur, je dirais, de ces vins-là à travers un petit peu une forme de salinité gustative qui est vraiment la marque inhérente, je pense, au Grand Champagne. Alors c'est vrai, voilà, et pour parfaire un petit peu je dirais le caractère gustatif de nos champagnes, nous avons choisi de ne pas les doser très fortement. C'est-à-dire qu'à la fin du processus de vieillissement des vins, il y a une seconde fermentation alcoolique en bouteille qui s'opère dans le processus de la Champagne. C'est déjà un vin blanc tranquille. Et ensuite, ce qu'on appelle la prise de mousse, on recrée une seconde fermentation en bouteille qui permet d'avoir une fermentation à l'intérieur de la bouteille. Les levures consomment le sucre et dégagent du gaz carbonique.
ce qui permet une augmentation de la pression dans la bouteille de l'ordre de 6 bars. On laisse les bouteilles pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je dirais, à plat, à l'ombre, évidemment, dans nos caves. Et on termine en fait le processus par ce qu'on appelle le dégorgement, c'est-à-dire qu'on fait migrer ces levures mortes vers le goulot de la bouteille, et on expulse ce dépôt, ce sédiment. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute un petit peu de sucre. C'est ce qu'on appelle le dosage des vins de champagne. Et on peut ne pas rajouter de sucre du tout ou rajouter 50 grammes de sucre par litre, suivant le produit que l'on souhaite obtenir à la fin. Nous avons choisi de ne pas doser fortement les vins pour ne pas, je dirais, les alourdir ou pour ne pas, dévier de la justesse de saveur qui est inhérente au terroir que l'on cultive. Voilà, donc nous avons des dosages qui sont extrêmement faibles, entre 1,7 g et 2,4 g par litre, alors que la moyenne des champagnes que vous trouvez sur le marché, on est en moyenne à 10 grammes par litre. Voilà. Donc nous, on va vraiment au bout de cette démarche-là pour pouvoir avoir une digestibilité maximale de nos champagnes, parce que je pense que la Champagne aujourd'hui se réinvente. Et on passe d'un produit champagne aujourd'hui à des vins de champagne qui ont toute leur place sur les grandes tables et qui sont vraiment les alliés de la gastronomie mondiale et pour faire évidemment plaisir à nos clients. C'est vrai que voilà. Après, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions particulières. Peut-être dans un troisième temps, Xavier, vous souhaitiez peut-être proposer ou inviter. Je pense qu'on peut déjà vous applaudir et vous remercier de la didactique, de la pédagogie pour promouvoir votre champagne. Et je crois qu'il y a des étudiants qui doivent nous rejoindre. Pour goûter, Olivier ? Oui. On peut ouvrir ? Bien sûr. On peut ouvrir et commencer à goûter. Alors, comme vous le voyez sur le slide, nous avons donc 5 cuvées dont les noms en fait s'affichent sous vos yeux, et chaque nom en fait est le nom de la parcelle et le nom cadastral de la parcelle du lieu-dit. Voilà. Alors je vous ai apporté, c'était un petit peu compliqué de faire la dégustation de toute la gamme, donc j'ai choisi en fait de vous apporter un blanc de noir, le nom du nom les Maillons, et avec les mêmes raisins. Nous avons une autre vinification en rosé de saignée cette fois-ci. Donc je vous propose de déguster à la fois les Maillons blanc de noir, puisqu'ils sont faits à base de pinot noir, de raisins à peau noire et à jus blanc. Et donc le rosé, ce sont des rosés extrêmement rares. La production de champagne rosé se fait essentiellement par assemblage de vin rouge et de vin blanc. Là, c'est ce qu'on appelle un rosé de saignée, un rosé de macération. On fait macérer les raisins dans une cuve et on obtient une couleur, une sorte d'infusion. C'est un petit peu difficile. Je vais essayer d'opérer. J'ai les marmottes, en fait. Attention. Donc Olivier, je propose que les étudiants qui ont des questions commencent. Et ensuite, oui, très rapidement, dès qu'on a fini les questions ici, que tout le monde vienne rejoindre les différentes tables. Vous avez vu qu'il y a des verres sur toutes les tables qui sont ici. Et nous servirons avec vous et votre aide aussi du champagne pour tout le monde. Du coup, merci beaucoup pour votre présentation. Et je voulais savoir, notamment dans la perspective de notre thématique qui est Vivre ensemble en 2050 et notamment en 2050, que pensez-vous du processus d'hybridation des cépages qui a été initié justement depuis 2015 afin de rendre plus résistantes aux maladies que pourrait favoriser le réchauffement climatique les cépages de Champagne? Alors, je vous remercie de votre question. C'est une question extrêmement technique.
C'est vrai que le CIVC, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne, s'est posé quand même des questions environnementales et il nous paraît vraiment important de... Pourquoi l'hybridation ? L'hybridation, en fait, ça permet de croiser des cépages qui sont plus résistants aux parasites, aux maladies cryptogamiques que sont le mildiou et l'oïdium. Et il est certain que dans un souci agro-environnemental, il est quand même intéressant de pouvoir trouver de nouveaux cépages qui résistent mieux à ces maladies cryptogamiques. Et c'est important de... Alors aujourd'hui, je crois que c'est en phase d'expérimentation au CIVC. Et le pourquoi en fait de cette hybridation, c'est vraiment pour essayer de traiter le moins possible les vignes. Alors c'est un subtil équilibre parce que on doit quand même appliquer des traitements, qu'ils soient biologiques ou conventionnels, pour protéger la vigne. Mais c'est vrai qu'on doit baisser aussi l'utilisation de produits phytosanitaires. Je crois que l'ambition est forte puisqu'il s'agit de diviser par deux les doses de produits phytosanitaires à horizon 2025 ou 2030. Ce qui est quand même une performance si on y arrive. Et l'hybridation, je pense, va nous permettre pour l'avenir d'envisager la viticulture, une viticulture plus propre, surtout sur la pression, bien sûr, il y a une pression environnementale qui est forte autour des produits agricoles et viticoles en règle générale. Je crois que c'est notre devoir d'aller dans ce sens. Je serai plus mesuré sur les OGM. Là-dessus, je vais pas botter en touche, mais je vous dirais que moi, je suis un petit peu... je pense qu'il y a on peut découvrir et mettre l'accent sur des techniques un petit peu plus naturelles, peut-être, pour essayer de protéger nos vignes de manière différente, peut-être en les renforçant de manière naturelle, par des huiles essentielles, par des décoctions de plantes, ce que l'on applique pour nous à l'homéopathie, en fait. L'homéopathie, les huiles essentielles pour se soigner, je crois qu'on peut aussi l'utiliser en parallèle de l'hybridation. Dans un premier temps, en tous les cas. Bonsoir, merci beaucoup. Vous l'avez rappelé, le champagne, c'est au-delà des techniques de production, c'est avant tout une appellation géographique. Or, avec le changement climatique, les climats changent. Le climat de la Champagne va changer. On est aujourd'hui capable de faire du vin effervescent en Chine, en Californie, en Angleterre. Est-ce que vous pensez qu'en 2050, on aura toujours du champagne ? Alors évidemment, on aura toujours du champagne. Alors là-dessus, je vous dirais, j'ai commencé mon propos par vraiment le caractère unique de la Champagne. Comme je vous le disais en préambule, un produit de terroir s'inscrit... on n'est pas sur des cultures hors sol. Les cultures hors sol, c'est de l'azote, de la potasse et du phosphore. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Nous, on s'inscrit dans une logique globale de terroir, c'est-à-dire que la craie est pour nous un marqueur fort du terroir. Nous avons entre 10 cm et 4 mètres d'argile, et sous nos pieds en Champagne, on a 400 mètres de craie. Ça, c'est vraiment un marqueur très singulier. Vous parliez de la Chine. Il y a des terroirs partout dans le monde. Mais la Champagne est unique. C'est une appellation d'origine protégée. Le CIVC, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne, veille évidemment à la fois à sa protection et à sa défense, aussi bien par des moyens de négociation, par des moyens je dirais, au niveau devant les tribunaux, pour ceux qui ne respecteraient pas l'AOC Champagne avec des produits qui seraient des produits comment dirais-je, de copie, en fait. Et bien sûr, et la Champagne, vraiment, je crois qu'on s'inscrit dans une dynamique, vous savez, depuis Dom Pérignon, depuis 1670, la Champagne existe, elle s'est toujours renouvelée, elle a toujours su s'adapter aux défis qui arrivaient à elle. Il n'y a pas de raison. On est une appellation puissante, forte, structurée, avec des règles de production et d'élaboration qui sont parmi les plus strictes du monde, ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres régions.
qui veulent faire du mousseux, comme je vous le disais tout à l'heure, 2 milliards 400 millions de bouteilles produites, des mousseux russes. Alors moi je ne porte pas de jugement de valeur. Heureusement que les mousseux russes n'ont pas le même goût que les champagnes. Ce serait quand même un petit peu dramatique. Donc nous on doit se défendre par rapport à notre originalité, par rapport à notre culture. Et la culture de la vigne, le labour, d'autres techniques permettent vraiment d'avoir un goût vraiment spécifique de champagne. Et je vous mets au défi de déguster à l'aveugle des champagnes et des mousseux. Si vous êtes un petit peu féru de vin, vous allez quand même voir les différences. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Ils sont différents. Voilà. Et j'espère qu'on va progresser en qualité encore et toujours. Bonjour. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez été inspiré par la Bourgogne pour faire de votre champagne. Et en effet, moi, c'est vrai que j'y suis allée 2 fois ces derniers mois et j'ai pu voir aussi qu'il y avait des domaines qui continuaient d'utiliser les tonneaux en bois, qui conservaient les vins dans les caves, etc., de manière du terroir. Mais j'ai aussi entendu parler de la biodynamie. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est-à-dire planter par rapport au cycle de la Lune et avec certaines techniques ancestrales. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Alors, en fait, la biodynamie, évidemment, c'est pas nouveau. Hein. C'est une démarche globale qui est assez intellectualisée pour la culture de la vigne, puisqu'elle s'inspire d'un philosophe, d'une philosophie, Rudolf Steiner, qui est en fait le philosophe qui a mis au point ce mode de culture. Et ce sont les gens qui pratiquent la biodynamie, en fait, s'inspirent de ce qu'on appelle de l'anthroposophie. Alors, c'est un peu, je dirais, de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on on utilise ses vaches, on utilise le compost de ses vaches pour amender ses vignes, on est un petit peu en vase clos, on bannit évidemment tous les produits chimiques de synthèse, on utilise des plantes, on utilise la force des plantes par des infusions, par des décoctions pour renforcer le végétal. C'est une technique qui peut être mise à disposition des vignerons. On est un petit peu dans la mémoire de l'eau, on est un petit peu aussi, des fois, vous savez, on doit dynamiser des potions. Alors, moi, je ne me permettrai pas de les critiquer, si vous voulez. Chacun a son identité. C'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. Il y a quand même des bons résultats. C'est une solution pour baisser, par exemple, les doses de cuivre, parce qu'on remarque dans les traitements, en utilisant des décoctions de plantes, ça renforce l'effet du cuivre, qui est en fait le sulfate de cuivre, qui est en fait le seul traitement biologique permis et autorisé par l'agriculture biologique. Donc ça permet de diviser, je dirais peut-être de 30 ou de 50% les doses de cuivre qui sont appliquées dans la vigne. Mais la biodynamie, c'est vrai que c'est... moi, j'ai essayé un petit peu en 2011. C'est extrêmement compliqué parce que on doit suivre un calendrier, le calendrier lunaire de Maria Thun, avec des jours fruits, des jours fleurs, des jours racines. C'est vraiment très intellectualisé. Des grands domaines le pratiquent, avec succès d'ailleurs. Hein. Mais je crois personnellement que les grands vins qui sont élaborés par ces grands domaines sont essentiellement dus à la qualité de leur terroir. Puisque, je ne vais pas citer de nom, mais ça permet peut-être d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est la panacée? Je ne le sais pas. En tous les cas, c'est extrêmement risqué. Parce que des fois, eh bien, évidemment, quand il y a une forte pression maladie, il arrive que le végétal décroche et que vous perdiez toute votre récolte. Alors voilà un petit peu la problématique, mais bon, c'est une démarche qui est à creuser, hein, je crois que, mais c'est un engagement, je dirais, philosophico-culturel qui est assez intense. J'admire ceux qui le font. Moi, je vais être très honnête avec vous, je m'en sens pas capable. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, merci pour cette conférence. Vous parliez tout à l'heure des grandes marques de champagne historiques, Oui. Tétinger, Bollinger notamment. Comment vous vous positionnez par rapport à ces marques pour rester sur le marché? Quelle est votre différenciation?
Alors en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on travaille ensemble. C'est-à-dire que pour la qualité, quand on travaille dans le même sens, dans la qualité, on n'a pas de concurrent. Je crois qu'on est des partenaires. Alors c'est vrai que les grandes maisons de champagne produisent, je vais dire, entre 500 000 et peut-être 40 millions de bouteilles, par exemple, pour Moët et Chandon. Le champagne Ulysse Collin, nous ne produisons que 50 000 bouteilles. Et nous travaillons dans 35 ou 40 pays. Donc vous imaginez bien que le placement est obligatoirement... la distribution est extrêmement sélective. Mais si vous voulez, à l'occasion d'un repas, je ne vois pas du tout de problème. On s'entend très bien avec les négociants. Il ne faut pas... Aujourd'hui, bon, je suis vigneron, moi, récoltant, manipulant. Je travaille mes propres raisins et je fais mon propre vin. Mais on n'a pas de... Je vous dirais qu'on est partenaires. On est appelé à se rencontrer de temps en temps, à déguster nos vins. Sur une table, on peut très bien déguster à la fois une bouteille de Comte de Champagne de Tétinger et un Pierrière d'Ulysse Collin, sans que ça pose véritablement de problème. Je crois qu'on est dans une continuité. On est différents, le goût est différent, mais on a tous l'ambition de produire des vins de grande qualité. Et je vais être très honnête avec vous, 300 millions de bouteilles, c'est à la fois beaucoup et peu. Il y a dans la segmentation des champagnes pour, je dirais, un peu pour tout le monde. Il faut être extrêmement lucide là-dessus. Vous trouvez des champagnes en grande et moyenne surface, à des tarifs assez raisonnables, me semble-t-il, entre 15 et 25 euros, 15 et 30 euros. Les cuvées Comte de Champagne sont quand même des cuvées haut de gamme que l'on trouve, je dirais, peut-être entre 100 et 150 euros. Et nous nous orientons plutôt, n'ayant pas beaucoup de quantité, on s'oriente plutôt vers la qualité. Et ça, j'ai choisi vraiment dès le départ de pousser le curseur le plus loin possible pour pouvoir faire avancer la Champagne dans la qualité et essayer d'être surtout le meilleur ambassadeur à la fois de ma région et puis de mon vignoble, de mon village, pour aussi être aussi un ambassadeur de la Champagne par la qualité de mes produits. Voilà. Merci Olivier de cette présentation et questions. Est-ce que, Olivier, on peut savoir, est-ce que vous pouvez commencer et savoir ce que l'on va déguster tous ensemble? Alors donc là, on est sur l'émaillon blanc de noir. Donc c'est une cuvée. Je me permets de vous servir. Vous allez peut-être être un petit peu surpris au départ par le vin. On a vraiment l'ambition, c'est vraiment des vins de Champagne. Vous avez la primeur. Alors là, c'est peut-être à vous d'en parler après. Non, parce que, alors, concrètement, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous présenter cette parcelle-là. Cette parcelle, en fait, c'est une parcelle qui fait 2,5 hectares. Et nous avons une production de 20 000 bouteilles sur cette parcelle, où chaque bouteille, le nom qui est mentionné sur la bouteille est vraiment le nom de la parcelle. Et en fait, c'est une parcelle qui est orientée à l'est, soleil levant. Et en fait, le terroir est le suivant. Vous avez 80 cm d'argile rouge qui sont riches en fer. Et ensuite, vous avez la craie tendre du campagnin qui, en fait, est donc sous les argiles. Moi, mon rôle, c'est de travailler le sol, de travailler la vigne pour casser les racines de surface et pour obliger ou inviter, mais quand même un petit peu obliger la vigne à aller chercher dans la craie les sels minéraux nécessaires, je dirais, à son alimentation. Et quand la vigne va aller chercher par ses racines les sels minéraux de la craie, par l'intermédiaire de la pluie, puisque la pluie est un conducteur électrochimique, donc il va pleuvoir, la pluie va tomber jusqu'au niveau des racines, et les racines vont pomper en fait ces sels minéraux et vont les restituer dans la sève. La sève
va être chargé en sels minéraux, bien sûr, sels minéraux en calcium. Et puis au moment on coupe le raisin au moment de la vendange, on le presse, on obtient le jus. Et alors après, je ne sais pas si vous ressentez, je vous invite à le faire. C'est vrai que si vous sentez en fait la gustation, je ne sais pas si vous sentez la salinité de la craie. Est-ce que ça vous paraît évident ? Pas vraiment. Bon. Alors, c'est une sensation gustative un petit peu particulière, un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'umami en fait au Japon. Vous sentez plutôt une sensation. Pas dans le micro. Prenez le micro, s'il vous plaît. On sent vraiment le fruit et le raisin, et c'est quelque chose moi, qui me rappelle plus que les champagnes que j'ai de l'habitude de boire, plus le raisin et le vin blanc peut-être. Alors, c'est pour ça. Avant d'être un champagne, en fait, le champagne, c'est la transformation. Le champagne, c'est la transformation d'un vin de base, vin, qui se transforme, comme je vous l'ai expliqué, dans le processus de la seconde fermentation alcoolique. Le gaz, en fait, produit par les levures va, en vase clos, dans la bouteille, se dissoudre dans le vin blanc et créer l'effervescence du champagne. Mais avant tout, c'est un vin de champagne. Voilà, alors ça sent le fruit, c'est plutôt une bonne chose. Après, gustativement, c'est vrai que bon, le verre est peut-être pas adéquat, mais aujourd'hui, en fait, on invite vraiment les gens à déguster nos champagnes dans des verres à vin, puisque ce sont des vins de champagne. Après, est-ce que vous ressentez un équilibre global ou bien vous n'avez pas beaucoup l'habitude peut-être de déguster peut-être des vins blancs, des vins rouges ? Non, mais c'est vrai que ça se rapproche pas mal du vin blanc, ouais. Et en fait, c'est vraiment un vin de champagne. Alors, il a des bulles, évidemment, c'est un exhausteur. Les bulles, en fait, c'est un petit peu magique parce que c'est un exhausteur aromatique. Et donc, voilà la champagnisation, à quoi sert le champagne. On a des aromatiques qui montent grâce aux bulles. Et ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il est presque salé en fin de bouche. Il est vraiment salé en fin de bouche. Ça commence vraiment à poindre. Mais si, il est salé. D'abord, on sent le pinot noir. D'accord. Et C'est ensuite, plutôt bon signe. oui, 100%. Et ensuite, vraiment le sel en fin de bouche sur la langue. Alors, c'est un sel minéral. Hein. C'est vraiment le... Quand vous léchez en fait, vos doigts après avoir écrit au tableau, vous avez cette sensation tactile de la craie. Et l'objectif, c'est de retrouver ce sel de minéral de craie dans le produit, dans le champagne de terroir que l'on élabore. Voilà. Est-ce que, oui. Olivier, on va ouvrir à tout le monde ? Je crois ils ont tous commencé, les tuteurs ont généreusement contribué à servir les verres. On va pouvoir aller... Ça vous va ? Oui, très bien, très bien. Juste pour conclure et avant d'ouvrir, une petite remarque, s'il vous plaît. Comme Olivier l'a mentionné, la production est assez faible, c'est 50 000 bouteilles. Il a également précisé que c'est sur la qualité que ça a été positionné, ce qui signifie tout ça est relativement élevé en termes de positionnement prix, et que c'est possible ce soir de vous offrir ça et qu'on puisse tous déguster grâce à la générosité d'Olivier Collin. Merci beaucoup. C'est très appréciable. Et on vous remercie énormément. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous le faire partager parce que c'est aussi ça la Champagne. C'est aussi la générosité. C'est boire ensemble aussi. Voilà, c'est vivre ensemble et boire ensemble. Vivre ensemble et déguster ensemble. Allez-y sur les différentes tables, repartez pour pouvoir déguster. Encore merci Olivier. Merci à vous.